Les chars russes disparaissent du champ de bataille, non pas parce qu'ils sont obsolètes, mais parce qu'ils sont traqués. Les drones First Person View ont fait des lignes de front des abattoirs. Les géants d'acier qui incarnaient la guerre moderne évitent désormais le combat. La Russie n'utilise plus de chars car ils sont détruits avant de tirer. Ce n'est pas qu'un changement tactique, c'est la fin d'une époque, d'atout à piège mortel. Voici pourquoi le char est fini, et ce que cela signifie pour les guerres de demain. En juillet 2025, l'état-major ukrainien estimait à 9760 le nombre de chars russes détruits. Le site Oryx, qui recense les pertes de matériel militaire via des images géolocalisées, l'estime à 3690 cas. Début 2022, l'Institut international d'études stratégiques estimait que la Russie avait environ 17 500 chars en réserve. Cela inclut des T-90, T-80, T-72 modernes et des T-64, T-62, T-55 plus anciens. Si les chiffres de l'état-major sont justes, la Russie aurait perdu plus de 55% de ses chars, soit environ un par jour. Même si les chiffres plus faibles d'Oryx, incomplets à cause de sa méthodologie stricte, sont justes. En un peu plus de 1000 jours, la Russie a perdu un cinquième de ses chars. La Russie ne peut plus remplacer ses chars perdus par une nouvelle production. Des chars plus récents, comme les derniers T-90, Zemp, Prive et T-72. Blindages modulaires sortent encore lentement des chaînes de production, avec un nouveau lot de T-90M livré pour le nouvel an. Mais ceux-ci se sont révélés totalement insuffisants pour compenser les pertes. La Russie a sorti de vieux chars des entrepôts, les a vite remis en état et envoyés, sachant qu'ils finiront en épave sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine. Un exemple concret est le T-80, boîte de vitesse manuelle. Un lot de ces chars de combat principaux, soi-disant neufs, a été livré par le fabricant Urago von Zawod en juin. Mais il n'est pas vraiment neuf. C'est une version réaménagée du T-80B qui est entrée en service en 1976. Il dispose d'un canon amélioré de 125 mm, capable de tirer le missile anti-char 9M119M Invar. Un moteur amélioré, une protection légèrement meilleure, de nouvelles chenilles, un nouvel équipement radio et d'autres petits éléments. C'est surtout un char rénové de la guerre froide, et la Russie ne peut en fabriquer que quelques dizaines par mois. Les images satellites montrent que les stocks de chars russes sont fortement épuisés. Comme toujours, des modèles plus anciens ont été sortis des entrepôts, remis à neuf et envoyés sur les lignes de front. Les analystes estiment qu'en 2022, la Russie a remis à neuf et produit environ 1500 chars. En 2024, ce chiffre était de 600 et passera à 400 en 2025. Dans la seconde moitié de 2025, on pense que l'industrie russe des chars ne pourra couvrir que 30% au maximum des pertes en Ukraine. Il y a tout simplement de moins en moins de chars pouvant être remis en état. Et comme l'état des chars à rénover se dégrade de plus en plus, le processus prend plus de temps. Il n'est donc pas surprenant que les chars russes deviennent rares sur le front. Comment cette arme, jadis symbole de puissance militaire, est-elle devenue un piège mortel lourd et encombrant ? En partie, en raison de la première année de la guerre, la réponse tient à l'efficacité des tactiques ukrainiennes. L'armée russe ayant envahi l'Ukraine en février 2022 comptait jusqu'à 2000 chars, dont des T-72 et T-90 récents. Chaque char avait 3 membres d'équipage, un canon principal stabilisé de 125 mm pesait plus de 40 tonnes et assurait aussi la défense. Environ 1000 chars ukrainiens, dont des T-64 locaux, à 3 membres d'équipage, et canons de 125 mm ont affronté les forces russes. Ils ont d'abord mené le combat jusqu'à une impasse, puis contre-attaqué, repoussant les Russes jusqu'aux lignes de front sud et est de l'Ukraine en 9 mois. Lors de la phase initiale de la guerre, les Russes ont perdu environ 1 millier de chars, et les Ukrainiens quelques centaines. La plupart des chars ont été détruits par des armes anti-chars classiques, mines, artillerie, missiles et autres chars. Mais au fil de la guerre, les deux camps, surtout l'Ukraine, ont changé leur façon de s'armer. De petits drones achetés en ligne pour quelques centaines de dollars. En quelques mois, la guerre et le rôle des chars avaient changé à jamais. Le drone First Person View est l'arme anti-char idéale. Par exemple, le M1 Abrams américain, doté d'un canon de 120 mm et d'un moteur à turbine puissant, est souvent jugé le meilleur char au monde. Il a un blindage composite mêlant acier, tungstène ou uranium et d'autres matériaux. À l'avant, ce blindage protège comme 1000 mm d'acier, mais sur le dessus, il équivaut à seulement 25 mm. Une frappe précise d'un drone peu coûteux peut détruire un Abrams de 70 tonnes, valant 10 millions de dollars.
Quelques semaines après la livraison des premiers M1 Abrams à l'Ukraine par les États-Unis en 2023, cela a commencé à se produire. À la mi-2024, il a été rapporté que l'Ukraine avait retiré ses Abrams des lignes de front en raison de la menace des drones. En juin 2025, le ministère russe de la Défense déclarait que seuls 5 des 31 Abrams livrés étaient encore opérationnels. Les autres principaux chars de combat avancés fournis à l'Ukraine par l'OTAN sont également loin d'être imperméables aux attaques de drones First Person View. En octobre 2024, Oryx rapportait que plus de la moitié des chars Léopard 2A4 et 2A6 fournis à l'Ukraine étaient hors d'état de nuire. Des rapports signalaient que ces monstres étaient désormais bien moins présents sur les lignes de front. Maintenant, si les chars les plus avancés du monde ne peuvent pas faire face aux attaques de drones First Person View, imaginez à quel point les chars russes, qui sont inférieurs, s'en sont sortis. Environ les 2/3 des pertes de chars russes seraient dues aux attaques de drones First Person View. En général, l'Ukraine a été contrainte de retirer ses chars de la même manière que la Russie, et pour exactement la même raison. Pour les protéger des zones détruites par les drones First Person View. L'Ukraine a toutefois perdu bien moins de chars que la Russie. C'est en partie dû au fait que l'Ukraine a maîtrisé l'art de la guerre avec des drones First Person View en premier, et a commencé à retirer ses chars du champ de bataille avant que les Russes ne fassent de même. Cela s'explique aussi parce qu'à part 8 mois près de Koursk et quelques contre-attaques, l'Ukraine est surtout en défense face à l'offensive russe depuis début 2024. Et bien que, comme l'Ukraine l'a prouvé en 2022, les chars puissent constituer une première ligne de défense efficace, surtout contre d'autres chars, ils sont principalement utilisés à des fins offensives. Mais que ce soit en attaque ou en défense sur le champ de bataille actuel, les chars et pratiquement tout ce qui entre dans une zone de tir de drone First Person View sont des cibles faciles. Lors de l'offensive estivale russe de 2025, les zones de tir sont devenues centrales dans la guerre et leur importance va augmenter. Selon l'officier du canal Open Source Intelligence ukrainien sur Telegram, d'ici début 2026, la zone de tir deviendra centrale sur le champ de bataille. La nature des opérations de combat subira des changements significatifs et le rôle des unités de drones augmentera encore davantage. Et tout dépendra de leurs actions compétentes et organisées, de la capacité à mener de manière autonome des actions tactiques, coordonnées, plutôt que du principe. Si vous le voyez, frappez-le, sinon attendez. Infanterie, préparez-vous. Opérateurs de drones, entraînez-vous, tout dépendra du champ de bataille. La situation sur le champ de bataille en dépend déjà largement. Une zone de destruction First Person View apparaît quand un camp accumule assez de drones First Person View. Opérateurs de drones, drones de reconnaissance, unités de guerre électronique et stations de recharge pour saturer une zone. Il y a tellement de drones dans les airs à tout moment que, littéralement, quelques secondes après la détection d'un mouvement ennemi, des drones First Person View mortels fondent déjà dessus. Ils peuvent pénétrer dans les tranchées et les bâtiments, si les entrées ne sont pas protégées. Les soldats se plaignent que même sortir 30 secondes pour vider sa vessie contre un arbre peut mettre leur vie en danger. Certains drones First Person View sont équipés de grenades ou de mines terrestres qui peuvent être larguées directement sur les troupes ennemies ou leur équipement. La plupart sont chargés d'explosifs et volent directement vers leurs cibles avant d'exploser. Lorsqu'un nombre suffisant de ces drones est concentré sur une zone de la ligne de front, il devient pratiquement impossible de lancer une attaque de quelque ampleur que ce soit, comme le montrent de nombreuses vidéos de chars et véhicules blindés russes détruits. À mesure que les techniques de production des deux camps se sont perfectionnées avec le temps, la portée et la puissance explosive de ces drones se sont améliorées, tout comme les compétences et l'expérience des opérateurs. Avant les drones First Person View, les zones de destruction par l'artillerie, les chars et l'infanterie couvraient quelques kilomètres. Elles atteignent maintenant jusqu'à 10 km. Cela a impacté tous les aspects sur la ligne de front, comme l'évacuation des blessés. Les drones des deux camps attaquent sans scrupule les équipes médicales ennemies. Il est devenu de plus en plus difficile d'atteindre les soldats blessés, et encore moins rapidement. De plus en plus de soldats, qui auraient pu être soignés puis renvoyés au combat, meurent avant d'être pris en charge ou subissent des blessures entraînant des handicaps permanents. Grâce aux avancées médicales et aux évacuations, le taux de blessés par mort est passé à 3 pour 1 depuis des décennies. Ce ratio est passé de 3-1 pendant la Seconde Guerre mondiale à 10-15-1 lors de la guerre d'Irak. Du moins du côté américain, étant donné le flou entourant les chiffres des pertes des deux côtés. Il est difficile de préciser le ratio actuel pour les Ukrainiens ou les Russes, mais il recule clairement à cause de ces zones de destruction. Étant donné que les Russes sont à l'offensive et les Ukrainiens à la défensive, les deux camps utilisent les zones de destruction First Person View de manière différente. Voici 2 stratégies de zones de destruction distinctes illustrées. Autour de Pokrovsk, Konstantinovka et Kopiansk, principales cibles de l'offensive russe cet été,
l'Ukraine a créé de vastes zones de destruction sur les flancs nord, est et sud de ces villes. Sur les cartes interactives montrant l'évolution du champ de bataille, on voit que les Russes à Avichalk avancent lentement et à un coût élevé jusqu'à la périphérie de ces villes, puis sont en grande partie stoppés. Ou, plus précisément, ils ont été arrêtés par les zones de destruction ukrainiennes. Si l'Ukraine conserve suffisamment de drones, d'opérateurs et de bastions pour agir, la Russie pourrait indéfiniment se heurter violemment et inutilement près de ces villes. En fait, si l'Ukraine disposait de suffisamment de main-d'œuvre et de stocks de drones pour couvrir toute la ligne de front, il est probable que l'offensive russe aurait déjà été définitivement stoppée. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine aurait fabriqué 5 millions de drones First Person View en 2024 et vise 8 millions en 2025. Aussi impressionnant que ces chiffres puissent apparaître, ils ne suffisent pas à couvrir toute la ligne de front sur la durée. Plus important encore, alors que les analystes estiment le déficit de main-d'œuvre sur la ligne de front ukrainienne entre 70 000 et 100 000 hommes, le pays n'a tout simplement pas les forces nécessaires pour créer une zone de destruction sur un front de 1600 km. Il y a des brèches où la Russie tente de percer. De son côté, la Russie s'est concentrée sur la mise en place de zones de destruction par drone First Person View sur les principales routes logistiques, maintenant ainsi ces villes et les zones de destruction autour d'elles actives. Plutôt que de tenter de prendre d'assaut ces villes de façon suicidaire, avec des colonnes de blindés et d'infanterie comme au début de la guerre, ils ont lentement mais sûrement gagné du terrain sur les flancs de ces villes. Ils veulent établir des positions fortes, et les doter de drones et d'opérateurs pour couper les lignes d'approvisionnement vers ces villes. C'est un siège traditionnel visant à affamer l'ennemi pour le faire céder. Ils ont aussi modifié leur gestion des zones de destruction ukrainiennes. Au début de la guerre, les offensives russes consistaient souvent en des colonnes de blindés traversant champs de mines et tirs d'artillerie, débarquaient de nombreuses troupes derrière ou sur les lignes ukrainiennes. Ils divisent maintenant leur infanterie en petits groupes de 2 ou 3 soldats, avançant à pied, à moto ou en quad. Ces missions sont souvent suicidaires, avec selon les rapports, une forte résistance, et même des mutineries parmi les forces russes en première ligne. Cependant, cette stratégie remplit 2 objectifs majeurs pour percer une zone de tir. Cela force l'Ukraine à utiliser davantage de drones pour éliminer des cibles secondaires. Aussi dur que cela paraisse, la vie d'un fantassin vaut moins qu'un char à plusieurs millions de dollars, peu importe le camp. Deuxièmement, cela a permis aux Russes de capturer village après village sans importance, en utilisant un procédé surnommé « peindre par numéro ». Les petits groupes d'infanterie sont surveillés par des drones de reconnaissance pendant leur progression. Les forces ukrainiennes attaquent les troupes repérées avec des drones First Person View, et, si possible, de l'artillerie. Cela révèle les positions de l'artillerie et des opérateurs de drones ukrainiens. Les Russes bombardent ces positions avec leur artillerie, des munitions rôdeuses et des bombes planantes bombes aériennes à fragmentation. Une fois le barrage ukrainien affaibli, ils avancent avec plus d'infanterie et de blindés, nettoient la zone et hissent les drapeaux russes. Ils emploient encore parfois des chars, mais avec prudence. Récemment, la guerre a introduit le terme « char prudent ». En raison de la menace des drones, les chars russes sont aujourd'hui beaucoup plus souvent utilisés comme soutien à l'infanterie ou comme artillerie de faible précision. Cachés dans des bâtiments, ils tirent sur l'ennemi ou couvrent l'infanterie, puis se replient rapidement. L'Ukraine a également adopté une approche prudente concernant les chars et en fait, a restructuré ses divisions de chars de sorte que les chars jouent désormais un rôle secondaire. L'infanterie, ainsi que les camions blindés et les véhicules chenillés qui les transportent rapidement vers et depuis leurs tranchées, jouent désormais le rôle principal. En juillet 2025, la célèbre première brigade de chars a été réorganisée avec 2 bataillons de 31 chars au lieu de 3, et a ajouté un second bataillon mécanisé avec 31 véhicules de combat d'infanterie. La 17e brigade de chars a été réorganisée fin 2024, réduisant ses effectifs pour devenir la première brigade mécanisée lourde ukrainienne. La 5e brigade de chars a été réorganisée en décembre, posant la question de la fin de l'ère du char. Les zones de destruction par drone First Person View n'ont pas rendu ces armes complètement obsolètes dans la guerre moderne. Non. Pour commencer, les chars restent des armes redoutables contre des ennemis qui ne disposent pas de la quantité de drones First Person View et de l'expertise dont l'Ukraine dispose. Ils restent tout aussi meurtriers dans les forêts et d'autres zones où les drones First Person View ne peuvent pas voler, comme l'a montré la bataille de plusieurs années pour la forêt de Serebriansky près de Siversk. Surtout, cette guerre a montré la capacité des 2 camps, surtout des Ukrainiens, à s'adapter au champ de bataille et à innover pour changer le statu quo. Les ingénieurs spécialisés dans la construction de chars du monde entier ont tiré les leçons du champ de bataille ukrainien, et des innovations pour contrer les drones apparaissent déjà sur le terrain. Il est déjà devenu rare de voir des chars d'un côté comme de l'autre, qui ne sont pas équipés des fameuses cages de protection. Ce sont des grilles métalliques posées sur les chars, faisant exploser les drones First Person View à distance du blindage et réduisant les dégâts. Bien que,
cette protection soit loin d'être parfaite. Cela signifie qu'il faut parfois 3 à 5 drones pour neutraliser efficacement un char, contrairement à un seul coup précis sur une zone vulnérable. Les Russes ont également commencé à utiliser des véhicules qui à l'apparence vraiment extravagante, qui semblent tout droit sortis d'un film Mad Max. Le char tortue évoque un grand coin de métal monté sur des chenilles, équipé d'un canon. Cependant, il semble être plus efficace pour repousser les attaques de drones, même si ce n'est pas le cas pour les champs de mines. Encore plus étrange est le soi-disant char zombie récemment aperçu sur la ligne de front. Cette bête, d'apparence ridicule mais menaçante, aurait survécu à 60 frappes de drones avant d'être stoppée par une mine. Les Russes ont aussi présenté leur T-90 NEM Pro EV à l'International Defense Exhibition 2025, mettant en avant sa protection anti-drones éprouvée et ses systèmes de guerre électroniques. Ils présentent aussi le missile anti-char Kornet EM avec option de télécommande. Cela suggère qu'ils ne pensent pas que les chars deviendront bientôt une menace. En fin de compte, même si l'Ukraine a réussi pour l'instant à éliminer le char russe comme menace principale, le char reste un équipement de champ de bataille essentiel. Il a été conçu pour résister aux mines, missiles anti-chars et artillerie améliorée. Avec le temps, les ingénieurs de chars ingénieux développeront probablement aussi des tactiques pour contrer les drones First Person View. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Alors si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour rester informé. Et merci comme toujours de regarder.